Alors, au sommaire de ce journal, le bras de fer entre des parents d'élèves et la direction du collège du Ronceret au Mans. Ces parents disent s'être vus refuser l'inscription de leurs enfants dans ce collège du Mans. L'établissement est pourtant leur établissement de secteur. Les salariés de Candia ont eu de débrayer aujourd'hui. Ils veulent continuer à se battre pour préserver le site dont la fermeture est prévue courant 2014. La parade du Mans fait son cirque avec Dumba, l'éléphant en vedette. C'était samedi soir dans les rues du Mans. Et puis, c'en est bel et bien fini du statut professionnel du Mans FC relégué en CFA vendredi dernier. Et alors quelle retombée économique pour les collectivités et les contribuables, nous ferons le point avec notre invité Jean-Pascal Gaillan, professeur d'économie à l'Université du Maine. Alors que les inscriptions pour la rentrée scolaire en septembre sont déjà en cours, des parents d'élèves s'inquiètent d'un manque de place au collège du Ronceret au Mans. Oui Yannick, des parents qui disent s'être vus refuser l'inscription de leur enfant alors que le collège est leur établissement de secteur. Les précisions dans ce reportage. Des parents inquiets de savoir où leurs enfants seront scolarisés en 6e. Ils étaient une quinzaine à manifester leurs craintes, invités par le syndicat enseignant SNES, devant le collège du Ronceret au Mans. On dit qu'il n'y a pas de place, que pour l'instant ils n'ouvrent pas une autre classe. Pour l'instant on est en attente, en sachant qu'il y a d'autres collèges ailleurs. Donc c'est vrai que c'est bien, mais ça fait des frais supplémentaires et c'est pas du tout à côté de mon secteur, à côté d'où j'habite. Pour qu'une 3e classe de 6e ouvre, il faudrait plus de 52 élèves inscrits à la rentrée. Un quota atteint selon les enseignants présents aujourd'hui, si l'on prenait en compte les élèves refusés pour l'instant. Ça a été bloqué à 52 et il y a donc 2 familles pour l'instant, voire 3 familles qui sont dans l'inconnu, qui attendent d'être appelées. De son côté, le directeur académique refuse de céder à ce qu'il considère comme une pression pour ouvrir une classe supplémentaire là où il n'y en a pas besoin. Les moyens qui sont donnés au directeur académique, qui sont donnés pour tous les collèges de la Sarthe, et ils sont intégralement distribués à tous les collèges de la Sarthe. Mais ils doivent l'être d'une manière équitable entre tous. Et effectivement, on ne va pas précipiter d'ouverture si on n'a pas des assurances. À l'issue d'une réunion prévue ce soir avec le directeur académique, les parents sauront si les enfants en attente trouveront place au collège du Ronceret à la rentrée prochaine. Les salariés de Candia de Lude veulent maintenir la pression sur leur direction. Ils débrayaient devant leur usine aujourd'hui. Les salariés contestent toujours les conditions de leur licenciement. Dans le même temps, se tenait à Paris un nouveau comité central d'entreprise. Florent Clavel. Des signes de soutien par dizaines ce matin. Pas du luxe pour les Candia du Lude. Le bras de fer avec la direction dure depuis maintenant 8 mois. Ils ne sont d'ailleurs qu'une trentaine à bloquer l'usine. Emmanuel Boisseau a encore les yeux cernés de la veille. Il a bloqué la collecte de lait jusqu'à 2 h du matin. Lui veut encore y croire. On n'a plus rien à perdre, on est ultra motivés. Et même si la justice n'est pas avec nous, si les pouvoirs publics ne font pas autant d'efforts que ça, nous, on n'est pas démotivés, on se battra jusqu'au bout, ça c'est pas un souci. Se battre jusqu'au bout, sur place, mais aussi à Paris. Les élus de Candia étaient aujourd'hui en comité central d'entreprise. 2 objectifs pour eux. D'abord, arracher une augmentation de la prime supralégale, même si aujourd'hui les négociations sont officiellement terminées. Cette prime est actuellement comprise entre 7 et 18 000 euros, suivant l'ancienneté. Autre priorité, trouver du travail pour ceux qui souhaitent rester dans la région. Chacun s'est investi personnellement, a investi une maison ici, donc on veut avoir du boulot localement. Donc après, c'est à Candia de faire le nécessaire. Quitte à contester le plan de sauvegarde de l'emploi en justice. Déboutés en première instance, les salariés vont faire appel cette semaine. Ils s'attendent à une procédure longue. Alors, pour ne pas perdre la face, les 190 salariés continuent de travailler en prenant sur eux. On a une psychologue qui vient sur le site quand même. Il y a des gens qui vont pas bien. C'est pas le top. L'ambiance est complètement dégradée. La grève a pris fin comme prévu vers 17 h. En fin de journée, les salariés attendaient toujours des nouvelles de leurs élus, espérant que leur cause ait été entendue.
En bref, à présent, un accident mortel s'est produit ce lundi matin à Nogent-sur-Loire. Oui, sur la route départementale 11 pour être exact. 2 véhicules sont entrés en collision de manière frontale. Cela s'est passé au lieu dit L'Arrêt à Nogent-sur-Loire. L'une des 2 victimes est décédée sur les lieux de l'accident. L'autre conducteur est dans un état grave. Il a été transféré au centre hospitalier du Mans. Le Mans FC est donc rétrogradé en CFA. La DNCG, le gendarme financier du foot professionnel, a rendu son avis ce vendredi, alors que le club obtenait la nomination d'un administrateur judiciaire la veille pour éponger une partie de sa dette. Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine. La nouvelle est tombée samedi en fin de matinée via un communiqué du Mans FC reprenant celui qu'il venait de recevoir de la DNCG. Et la surprise, on apprend que le gendarme financier du foot français ne fait que confirmer sa décision prise en fait le 28 février dernier. Une décision que le président du club, Henri Legarda, s'était bien gardé de dévoiler. Dans la foulée en début d'après-midi, toujours samedi, le club fait savoir qu'il fait appel de cette décision. Compréhensible au vu des lourdes conséquences qu'entraîne une telle relégation, perte du statut professionnel et donc du centre de formation. Cet appel devrait être examiné le 15 juillet prochain. Le Mans FC espère encore pouvoir apporter à cette date-là la confirmation des financements sollicités pour réaliser sa consolidation financière et assurer sa pérennité. Un plan de financement qui semble avoir cependant du plomb dans l'aile. La ville du Mans et le Conseil général de la Sarthe ont en effet fait savoir la semaine dernière qu'ils refusaient de mettre une nouvelle fois la main à la poche, du moins pour apurer le passif. Et alors, il est temps d'accueillir l'invité de cette édition. Oui, c'est Jean-Pascal Gaillan, bonsoir. Bonsoir. Je le disais, vous êtes professeur d'économie à l'université du Maine. Alors, en tant qu'économiste, à votre avis, quelles seront les conséquences économiques justement de cette rétrogradation et de la liquidation judiciaire possible du Mans FC d'ici une quinzaine de jours? Ce qui est tout très probable et très inquiétant, c'est ce que j'appellerais le syndrome de Leiria, qui est une ville du Portugal où, après l'Euro 2004, en fait, eh bien, le club localement a connu des mésaventures sportives et le grand stade, très beau stade qui avait été construit, est devenu un stade fantôme, un stade de courant d'air. Et ce genre de choses est possible. C'est ce qui s'est passé à Grenoble il y a 3 ans. C'est en train de se produire au Mans également. Et je ne vois pas beaucoup d'issues pour l'instant. CFA, c'est la 5e division. Les moyennes, c'est la 5e division. Le national est la 3e. Pardon, excusez-moi. Oui, le CFA est la 4e et le CFA2 est la 5e. Excusez-moi. Et les moyennes d'affluence en CFA sont très faibles. Les recettes que l'on peut obtenir en CFA sont dérisoires. Ils ne peuvent pas couvrir les frais de fonctionnement d'un stade de 25 000 Malgré places. tout, les collectivités locales, la municipalité nous montre qu'un dispositif est en place pour recevoir justement des événements, par exemple comme les 24 heures du Mans, d'autres grands événements. Il y en a eu la semaine dernière, des rassemblements sportifs de lycéens notamment. Pour vous, ça n'est pas suffisant pour combler cette dette? Ce qui est la rentabilisation d'un stade qui ne peut être dédié que au football ou au rugby, alors qu'il n'y a pas de club résident dans un championnat professionnel, me paraît impossible. Certes, il peut y avoir un concert une fois de temps en temps, mais même cela, on a bien vu quelle infortune. Le concert de Johnny Hallyday a été annulé et puis le suivant s'est déroulé à Antares. Je suis extrêmement pessimiste. À votre avis, qui va payer? Vous êtes pessimiste, mais le contribuable va-t-il être mis à contribution? Qui d'autre que le contribuable peut payer? De toute façon, la facture des 103 millions d'euros, elle sera payée par le contribuable sur 33 ans. Les 103 millions qu'il a fallu pour construire ce stade, finalement, vous revenez à chaque fois. Et vous êtes revenu là-dessus en février dernier dans une tribune libre, écrite dans le Maine Libre, chez nos confrères, sur finalement cette folie des grandeurs, peut-être, qu'était la construction de ce stade. Alors, et je ne veux pas non plus, c'est très facile de jeter la pierre a posteriori. Il y a des coûts de construction déjà qui m'ont paru un peu élevés, et d'autre part, le projet a été créé avec, on va dire, une certaine ambition, ce qui est bien, mais peut-être un peu trop quand on sait que ce sont les collectivités territoriales qui, en dernier ressort, payent ces équipements. En Allemagne, les stades ont été payés par le secteur privé. En France, c'est une mauvaise tradition qui dure depuis des décennies. Ce sont les collectivités territoriales et l'État qui payent les stades pour une création de valeur privée. Donc c'est ça que moi je remets en cause. Et il faut être clair, quelles que soient les modalités, emprunt, convention de concession,
in fine, en dernier ressort, c'est le contribuable qui paye cet équipement. Et les retombées, puisque vous parliez de retombées de cet équipement, elles sont très faibles et on ne les voit pas beaucoup. On sait surtout que nous allons, en qualité de contribuable, devoir payer plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros par an pour un stade de courant d'air. Merci beaucoup Jean-Pascal Gaillan. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur d'économie à l'Université du Maine. Allez, on va terminer ce journal avec l'événement festif de ce week-end, Menfait son cirque, qui a battu cette année encore des records d'affluence. Avec notamment sa traditionnelle parade. Cette année, la vedette était une éléphante, Dumba, ambiance sur place avec les compagnies amateurs et professionnelles. Michael Texier. Bien sûr, il y a la vedette, Dumba. Le public est fasciné par ces 3,5 tonnes de grâce pachydermique. Plus haut, un congénère de l'éléphante, en bois et en toile. Il scrute le défilé des compagnies. Il y en a 60 en tout, moitié professionnels, moitié amateurs. Un fou mélange qui fait le charme de cette parade. Je trouve qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui sont bien faites et il y a surtout, j'ai l'impression, une envie de participer qui est importante. C'est toujours un moment de rencontre, c'est important, quoi. On ne peut pas s'accaparer la rue, c'est bien qu'elle soit ouverte à tout le monde. Ouais. Comme cette association qui prend la rue et fait voler même l'improbable. Toutes les structures de l'ADAPI, donc il y a le poisson puis le soleil qui est juste derrière. Pour les enfants de cette école, la parade, c'est le point d'orgue d'une année de travail. En s'amusant. Pendant un an, nous sommes partis en classe de découverte et les plus jeunes enfants sont allés à Mimulus à Fresnay. Voilà. Donc c'est dans la continuité de notre projet pédagogique. La parade, ce sont des mondes qui se rencontrent. Ce sont des choses effrayantes, mais c'est aussi du rêve, de la légèreté, de la musique, de la danse. Bref, un cocktail qui a fait le succès public avec une arrivée cette année sur les quais de la Sarthe face à une muraille enflammée. Le Mans révèle encore d'autres possibilités de parcours. Finalement, on a changé de parcours, il est très intéressant, comme était très intéressant le passage par la place de la République. On retournera au Jacobin bientôt, c'est un plaisir, on continuera à circuler comme ça. Ce qui est très agréable, c'est que le public nous suit vraiment. Mais pas de quoi prendre la grosse tête, même si cette année, dans le défilé, il y avait plus de 2000 paradeurs. Voilà pour cette édition. Merci Laure. On reste ensemble bien sûr pour la deuxième partie de la quotidienne. À suivre la météo de Romuald Besson. À tout de suite.